Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, les missionnaires du Fonds monétaire international sont actuellement dans nos murs. Menés par le directeur africain Abebe Selassie, cette délégation a rencontré le président Andradjouel Nayavlu en fin de semaine. Il a été discuté durant cette rencontre l'obtention du financement FEC et du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, FFRD. Dans cette optique, le directeur du FMI a félicité l'État des efforts entrepris malgré l'existence du Covid-19 qui a sévi dans le pays durant 2 ans. Un reportage de Judy Galran-Généry. Le Fonds monétaire international et l'État malagasy est actuellement en pleine élaboration de la réunion de prévision 4e édition concernant le déblocage de la facilité élargie de crédit ou FEC. Ainsi, le président Andradjouel a reçu à Yavlo le directeur du département africain au sein du FMI, Abebe Selassie. Parmi les points qui ont été discutés durant cette réunion, l'exécution budgétaire et les recettes de l'État, surtout concernant les recettes venant des pétroliers. Il a été aussi question de connaître les possibilités de Madagascar pour bénéficier des fonds fiduciaires pour la résilience et la durabilité, ou FFRD venant du FMI, qui servira pour et dont les réformes qui devront être fait afin que le pays puisse avoir des moyens de faire face un peu plus au changement climatique. Madagascar, qui a déjà été inscrit par le directeur général du FMI, Kristalibe Georgieva, comme parmi les pays pilotes à bénéficier de cela du fait que nous avions déjà des modèles économiques concernant les changements climatiques. Cette réunion prévisionnelle s'achèvera le 12 mai prochain. Ce directeur a facilité particulièrement les efforts entrepris par l'État et tout le travail accompli malgré la crise sanitaire. Le président Andradjouel qui a montré également les travaux déjà achevés, notamment les infrastructures scolaires, les salles de classe, les universités, les hôpitaux, l'autoroute de Madagascar, mais aussi le commencement des travaux du pipeline FAO. Et dans les actualités également, le projet de code minier sera voté par les membres de la Chambre basse vendredi prochain. Les travaux de commission y afférents se tiennent depuis lundi en présence des membres de la Commission des mines et des ressources stratégiques, des parlementaires, des opérateurs et des experts, mais également du ministre des Mines et des Ressources stratégiques à Timbazaz. Détails sur les images de Yves Janel. 18 ans après sa rédaction, le code minier sera désormais mis à jour. L'un des changements majeurs est la révision des superficies pour chaque permis. Si auparavant, c'était 10 000 km² pour le permis de recherche, c'est 5 000 km² actuellement. De 1 000 km² auparavant pour le permis d'exploitation, cela est passé à 500 km². Et pour le PREA, c'est devenu 50 km² si c'était 100 km² auparavant. Cela dans le but de permettre à tous d'exploiter, a soutenu le ministre Koutmalala et Indien Olivier. Les taxes ont également été révisées, de même que les unités régionales. Le projet de code minier passe en travail de commission depuis lundi dernier. Il passera en séance plénière demain et vendredi, il passera par le vote des députés. Toujours en économie, en plus de la coopération multilatérale de Madagascar avec le FAO, cet organisme collabora avec le ministère de la Pêche pour développer l'aquaculture dans notre pays. L'objectif est de lutter contre la malnutrition pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et créer des sources de revenus pour les femmes qui participent à ce programme. La consommation internationale de poissons est de 22 kg par habitant et par an. À Madagascar, il est passé à 4,48 kg par habitant s'il était de 4,26 l'an dernier. Taux qui est très faible, raison pour laquelle il y a la collaboration entre le gouvernement malgache à travers le ministère de la Pêche et de l'économie bleue et le FAO pour atteindre un taux de consommation de poissons égal à celui des pays africains. De nombreux avantages seront générés par la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'aquaculture. Le responsable du FAO à Rome a effectué une visite de courtoisie au ministre de la Pêche et de l'économie bleue à Panjinumbi pour discuter de la coopération entre les deux parties. Et santé à présent, le taux de vaccination depuis l'année 2020 a connu une forte diminution, un phénomène que l'on peut constater presque partout dans le monde. Dans cette optique, le ministère de la Santé publique a mis en place le tableau de bord VIDA,
L'établissement de ce tableau de bord a pour objectif d'améliorer le fonctionnement du service de la vaccination au sein du ministère de tutelle et la planification et le suivi de la vaccination à Madagascar afin d'augmenter à nouveau le taux de vaccination. Depuis l'année 2020, il y a eu une baisse de taux de vaccination, non seulement à Madagascar, mais presque partout dans le monde entier en raison de l'épidémie de Covid-19. Il est donc important de renforcer la prise de conscience de la nécessité de se faire vacciner, d'augmenter le taux de vaccination, notamment chez les enfants. La mise en œuvre de celle-ci commence par l'amélioration des méthodes de travail du département de la vaccination au sein du ministère de la Santé publique, selon les informations. Raison de l'établissement du tableau de bord VIDA qui aide dans la prise de décision pour améliorer le fonctionnement du service de vaccination. La coopération avec VIDA a permis l'établissement de ce tableau de bord. C'est un partenaire dans l'approvisionnement en vaccins et dans la gestion générale de la vaccination. Par conséquent, l'existence de VIDA est un avantage pour le ministère de tutelle. Elle aide à la planification et au suivi de vaccination à Madagascar. Et le ministère envisage également d'utiliser des tableaux de bord comme celle-ci pour les autres programmes, outre celui de la vaccination, selon les informations. Et puis les inspecteurs du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation ont prélevé des échantillons des viandes vendues sur le marché à partir de ce jour pour des tests visant à vérifier la présence de formol. Selon le directeur de la protection des consommateurs, seule l'inspection effectuée dans le laboratoire du système de contrôle sanitaire peut déterminer si du formol est présent ou non dans les viandes. Andeniana Martina et Nzaranjiansu pour faire le point. À partir d'aujourd'hui, les inspecteurs du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation ouvrent une enquête approfondie concernant les informations sur les réseaux sociaux faisant état de la présence de formol dans les viandes vendues sur le marché. Ils ont fait leur première inspection hier à l'abattoir d'Akadajatumbu. Le vétérinaire a confirmé qu'aucun produit chimique ou autre n'a été utilisé. Afin de vérifier la présence de ce formol dans la viande, les agents doivent procéder à des vérifications. En conséquence, des échantillons des viandes vendues sur le marché ont été prélevés pour être testés au laboratoire du système de contrôle sanitaire de la qualité des aliments au sein du ministère de la Santé publique. Si tel est le cas, les responsables de l'utilisation de formol dans la viande vendue doivent être poursuivis conformément à la loi, car ils seraient les auteurs d'empoisonnement des consommateurs, selon les informations. Cependant, s'il est confirmé qu'il ne s'agit que de fausses informations, la loi s'appliquera aux auteurs de ceux qui l'ont intentionnellement diffusé. Selon les informations, les résultats de ce test seront publiés vendredi ou samedi. Le ministère exhorte les clients à fournir des informations aux autorités s'ils constatent des faits suspects. Et puis 64% du maïs produit à Madagascar est consommé par les animaux selon les enquêtes. Les cacahuètes, en revanche, restent parmi les produits d'exportation avec un taux de 30%. Afin de protéger et pérenniser ces deux types de cultures, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a regroupé hier tous les acteurs de ce secteur. Par la suite, des stratégies et des politiques de gestion seront formulées. Dans le domaine de l'éducation, à un mois du premier examen officiel, le CEPE, les élèves sont actuellement en pleine révision. Les programmes scolaires sont terminés. Des examens blancs auront lieu avant le jour J. Yves Janel. À un mois avant le jour J, les élèves de la classe de 7e sont en pleine préparation du CEPE. Place aux révisions. Il y a encore des matières qu'ils ne maîtrisent pas, notamment les problèmes et l'histoire, mais ils révisent à la maison avec l'aide de leurs parents. Les enseignants, quant à eux, préparent les élèves aux différents types de sujets qui sont susceptibles d'être au programme lors de ce grand jour, à travers des examens blancs et différents tests. Les révisions sont renforcées pour les plus faibles, expliquent les enseignants. À titre de rappel, l'examen officiel du CEPE se tiendra durant la journée du 20 juin dans toute l'île.
et sociale, la CENI procède à une sensibilisation ciblée des citoyens qui sont inscrits lors de la révision annuelle de la liste électorale ou RALE à travers les consignes données à ces branches dans toute l'île. En effet, beaucoup pensent que lorsqu'ils sont inscrits à travers la RALE, il n'est plus nécessaire de s'inscrire dans le cadre de la refonte de la liste électorale. C'est une Ranirland. Sur la base des statistiques de la révision annuelle de la liste électorale, ou RAL, on a trouvé les citoyens qui ne sont pas inscrits après la refonte de la liste électorale provisoire, a déclaré le président de la CENI lors de sa descente à Mathiachambun et Yurumbe. Pour inciter ceux qui n'y sont pas encore inscrits, une sensibilisation ciblée a eu lieu. 20 jours ont été donnés aux citoyens pour vérifier les informations les concernant dans la liste électorale en vue de la refonte de la liste dès que la liste provisoire parvient au Fuktan. Tous ceux qui étaient inscrits sur la liste électorale avant le 9 mars 2023 sont concernés, à l'exception de tous ceux qui seront inscrits et qui remplissent les conditions. Dans les actualités internationales, au lendemain de la fusillade ayant fait 4 morts à Djerba, l'enquête tentait ce jour d'en établir les circonstances précises. Un dispositif de sécurité a été déployé dans le périmètre de la synagogue de la Griba, fermant toutes les routes y donnant accès. France 24. Sur ces images amateurs, l'intérieur de la synagogue de la Griba, après un mouvement de panique. Quelques instants plus tôt, à l'extérieur, 2 fidèles au moins ont été tués dans une attaque menée en 2 temps. Mardi soir, un gendarme de la garde navale tunisienne tue l'un de ses collègues par balle et s'empare de ses munitions. Il se rend alors aux abords de la synagogue, l'une des plus vieilles d'Afrique, où se réunissent des centaines de juifs pour la dernière soirée du pèlerinage annuel de la Griba. L'assaillant tire en direction du lieu saint. Selon le ministère de l'Intérieur, 2 civils, un Tunisien et un Français de 42 ans sont tués et plusieurs personnes sont blessées. L'homme est ensuite abattu par la police. La synagogue ultra sécurisée avait déjà été prise pour cible en 2002 lors d'une attaque à la voiture piégée, causant la mort de 21 personnes. Selon les organisateurs du rassemblement, 5000 juifs ont participé cette année au pèlerinage. Des fidèles essentiellement venus de l'étranger, car en Tunisie, la communauté juive s'est considérablement réduite. Selon un dernier recensement, ils ne sont plus que 1500 dans le pays, contre 100 000 avant l'indépendance en 1956. 25e jour consécutif de combat à Khartoum et dans le reste du Soudan, l'exode des civils s'est accéléré avec plus de 700 000 personnes déplacées, 2 fois plus qu'il y a une semaine selon l'ONU. Le conflit a déjà fait plus de 750 morts et 5 000 blessés. Au moins 150 000 personnes ont fui le Soudan depuis le début des combats. Environ 30 000 personnes ont déjà franchi la frontière tchadienne. France 24. Quelques affaires empilées sur le dos d'un âne. Ces personnes viennent d'arriver du Darfour Ouest. Beaucoup sont originaires de Tendelti, une petite ville située à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Elles racontent avoir été attaquées par des hommes armés. L'armée régulière aurait pris la fuite. De nombreuses maisons ont été brûlées. Les habitants ont eu peur et ont décidé de fuir. La guerre à Khartoum a créé un climat d'insécurité généralisé. Aucun endroit n'est véritablement sûr. C'est pourquoi nous sommes partis. Avec la capitale Khartoum, le Darfour Ouest est l'une des régions les plus touchées depuis le début des combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Selon les Nations Unies, près de 200 personnes ont été tuées dans cet État au cours des 2 dernières semaines. Vendredi, le gouverneur du Darfour Ouest a accusé les FSR d'avoir endommagé des bâtiments du gouvernement. Les FSR auraient aussi mis le feu à plus de 10 abris de déplacés et pillé des maisons et des magasins. Chaque jour, des centaines voire des milliers de personnes affluent vers la frontière avec le Tchad. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés tente de reloger toutes ces personnes dans un rayon de 50 km, suffisamment loin pour garantir leur sûreté et assez près pour leur venir en aide. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard.
La saison des pluies arrive dans quelques semaines et si nous n'apportons aucune aide à la population, la route sera bloquée et tous les réfugiés ici seront coincés. Au moins 150 000 personnes ont déjà fui le Soudan. Et pour terminer, des membres du gouvernement de Kinshasa se sont rendus hier à Nyamukubi et Bushushu, villages dévastés par les inondations qui ont fait plus de 400 morts au sud de Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où ils ont apporté des cercueils et de l'aide aux sinistrés. France 24. Au milieu des zones sinistrées, des membres du gouvernement de Kinshasa venus rendre hommage aux victimes. Dans leur bagage, ils ont apporté des vivres et des cercueils. Mais près d'une semaine après les inondations, l'aide est un peu tardive selon les habitants des villages ravagés, où des centaines de personnes sont mortes. Ces cercueils sont arrivés en retard. Nous aurions aimé qu'ils arrivent à temps, c'était important parce que nous avons déjà enterré des gens comme des porcs, en mettant 3, 5, 10, 40 personnes dans le même trou. Selon les autorités, plus de 5000 personnes sont portées disparues, des centaines de familles meurtries, dont certaines ont reçu de l'argent liquide apporté par les représentants du gouvernement. Je suis heureux de recevoir cette aide du gouvernement car cela a été difficile. Je dis merci. Cet argent m'aidera à trouver un autre terrain et à protéger mes enfants. Sur place, la survie s'organise pendant que les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants et de déterrer les corps ensevelis. Mais difficile d'être efficace sans équipement. On recherche les corps avec les bêches, avec les mains, mais si on avait des véhicules ou des appareils ou je sais pas quoi, des matériels qui peuvent nous aider à les faire rapidement, ça pouvait être très bien. Selon des responsables de l'ONU sur place, près de 3000 familles se trouvent actuellement sans abri dans les 2 villages les plus touchés. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après une émission spéciale qui tournera à la 17e édition du film qui se tiendra aux Zanforello à Katanzumbat à partir de demain. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.